Comme d'habitude, dans la gêne, on essaie d'être le plus précis possible, mais on a dit que le centième de tout ce qu'il y a d'intéressant dans ce livre. Alors je note quand même dans la plaidoirie de l'avocate, il y a quand même ce monsieur le procureur invente des faits pour défendre sa cause. C'est-à-dire que là, en fait, l'avocate a des accents sormaniens ou foucaldiens. C'est-à-dire qu'elle rappelle qu'un procureur qui est là pour défendre la société, de façon très neutre, quel est le bien objectif de la société, au nom de quoi, moi, le procureur, je vais demander 12 ans de prison pour un vol de pommes, eh bien, elle rappelle que non, c'est quelqu'un qui invente des faits, il déforme les faits, il est subjectif et il défend une cause. C'est pas quelqu'un qui défend objectivement le bien objectif. Enfin, la situation factuelle, je veux dire. Tout à fait, oui. Alors dans le cas de la juge, ça crée tout à fait un autre cas. Parce que là, on pourrait dire pareil, elle laisse le dernier mot, Joy, à la juge qui donne le verdict. Et dans ce cas-là, ça vaudrait adhésion de Joy au verdict. Or, on sait qu'elle est quand même en général pas vraiment du côté des juges. Donc en fait, la même disposition sur la page ne produit pas le même effet. Ce que ça produit à ce moment-là, de finir par le délibéré, c'est vraiment de faire ressentir et éprouver par les moyens propres de la littérature, et notamment par cette fin de chapitre, ce que c'est que le couperet. Voilà. Il y a des pages d'ailleurs qui vont gloser ça, Barthes s'attarde beaucoup là-dessus. L'incroyable pouvoir de juger. Quelle responsabilité dingue de juger un individu, et surtout d'être responsable du fait que, en une parole, eh bien cette personne-là ira en prison ou pas. C'est quand même pas rien, quoi. Là, en l'occurrence, c'est un mec qui va se retrouver fiché. Ouais. Et donc, la prochaine fois qu'il ira chercher du travail... Tout à fait. Ça va être compliqué. En l'occurrence, le couperet, c'est pas la prison. Mais alors, effectivement, là, dans ce cas-là, il faudrait renvoyer à tout le chapitre. Tu as déjà un tout petit peu donné le détail. Mais enfin, globalement, c'est pas pour rien que Joy finit par cette affaire-là. Il se passe d'autres choses après dans le livre, hein, mais on finit, c'est la dernière affaire qui est traitée parce qu'en fait, c'est la plus absurde. C'est celle où, de toute évidence, c'est une injustice patente, comme il arrive qu'on en fasse des mauvais films. C'est le mec, là, c'est le jeune homme des beaux quartiers. C'est une injustice caractérisée, on voit bien. C'était une soirée, ils étaient tous bourrés. Il y a la fille, l'accuse de quelque chose, alors qu'en fait, c'est la copine de son meilleur ami. La fille n'est pas présente. L'ami lui-même témoigne du fait qu'il s'est rien passé. En fait, c'est n'importe quoi. Et alors, on s'attend tous, en ayant suivi l'affaire pendant 4-5 pages, parce qu'elle est détaillée par Joy, enfin, le verbatim du procès est détaillé. Évidemment qu'il y aura un non-lieu. C'est pour ça que le fait qu'en fait ils prennent cher est un couperet absolument brutal. Et ce qui est beau, c'est que Joy s'en tient là. C'est-à-dire qu'elle laisse parler les choses dans leur violence objective. Elle n'a pas besoin de faire de commentaires. Fin de chapitre. Toi, lecteur, je te fais confiance pour avoir mesuré par toi-même et par les éléments objectifs que je t'ai donnés à quel point la parole que délivre à ce moment-là le tribunal est d'une immense violence. Bon, même s'il y a plus violent sur Terre. Alors cela dit, il se trouve que dans le chapitre d'après, elle revient quand même sur ce délibéré totalement dingue et elle fait une espèce d'analyse. Mais comment est-ce qu'on en arrive à une telle brutalité comme ça ? Et alors ce qui est intéressant, et là ça irait bien avec le dispositif général que s'est imposé Joy dans sa grande rigueur, c'est qu'elle ne fait pas du tout droit à ce que pourraient être par exemple des explications extérieures. C'est-à-dire, par exemple, pourquoi cette juge est particulièrement brutale ? C'est peut-être parce qu'en fait, c'est une femme brutale. Il y a des gens comme ça, ils sont brutaux. Donc du coup, dans leur métier, ils sont brutaux aussi. Peut-être qu'elle est sensible justement à la cause en question. Tout à fait. Moi, j'attendais qu'il y ait eu un paragraphe qui dise ça. Il se trouve que comme là, c'est quand même un mec qui a emmerdé une femme, on peut se dire la juge par solidarité féminine, mais aussi peut-être par conscience féministe, tout simplement, tout à fait recevable, elle aurait tendance à être particulièrement implacable avec... Joy ne dit pas du tout... Alors, elle a peut-être tort, mais en tout cas, elle ne fournit pas ce genre d'explication. Elle fournit, comme d'habitude, des explications structurelles. Et par exemple, elle va dire que c'est la robe elle-même qui rend la juge brutale. L'habit. C'est l'habit qui fait le moine, en l'occurrence. En tout cas, c'est la brutalité de l'habit qui produirait la radicalité et la brutalité. Et donc ce passage, page 256, où elle explicite un petit peu ça, c'est un peu... Barthes, qui a fait vœu de quiétude, alors Barthes a fait vœu de silence, d'immobilité et de quiétude, ne saurait arracher cette robe à la présidente du tribunal, mais c'est que s'il osait, elle abandonnerait aussitôt cette moue condescendante, ses yeux au ciel, ses soupirs outrés, ce sourire en coin et ce mouvement agacé de la main. Alors ça, c'est intéressant, c'est l'habit qui fait le moine. Comme on dit souvent qu'un type en uniforme, d'un seul coup, il se sent plus pissé, tu vois, il pète plus haut que son cul, et donc un policier peut être adorable dans la vie, tu lui mets un uniforme, ça y est, ça devient un warrior, et ça devient un cow-boy. Ok, moi je pense que ça va encore plus loin que ça. C'est-à-dire que c'est l'idée que le fait d'avoir une robe est une autorisation à être brutal, et même ça t'incite à l'être. C'est ça qu'on te demande, en fait, comme juge, c'est à délivrer des verdicts brutaux, ou peut-être aussi des paroles brutales pendant l'audience elle-même. Ouais, et puis il y a aussi une autre phrase, page 256, dans le même esprit. Si l'habit de cérémonie impose une solennité nécessaire, il rend peut-être agressif, la férocité se pratiquant d'autant mieux vêtue d'un drap sombre moiré. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai, c'est la même idée. Enfin, elles se répondent les deux, quoi. Ouais, tout à fait. Alors je finis là-dessus, mais il est beaucoup question de l'exaspération de la cour en permanence dans le livre.
irritation, agacement, exaspération. Je les ai notés, il y en a plein tout le temps. Le courroux, tiens, la colère, c'est marrant. Un tribunal à bout de nerfs. Alors on pourrait dire, les pauvres, ils sont sur les nerfs parce que précisément, c'est compliqué comme métier, il faut juger beaucoup. Oui, mais il y a une autre explication à ça, c'est qu'ils sont irrités, comme on l'a dit tout à l'heure, et je reviendrai sur une chose que je n'avais fait qu'effleurer tout à l'heure, c'est les fameuses gueules qui ne nous reviennent pas. C'est-à-dire que là, je crois que c'est important que Joy ait marqué dans un livre qui était menacé parfois d'aller un peu trop dans une sorte de structuralisme machinique, à savoir la justice ne serait qu'une machine. À un moment, elle refait droit quand même au fait que les juges sont des êtres humains et qu'ils sont doués d'affect. Et elle conclut les observations judiciaires comme ça. Elle montre bien qu'on a affaire à des affects du côté des juges et qui sont des affects de dominants. Et les gueules qui ne reviennent pas aux juges, on le sait bien, on l'a déjà dit, c'est des gueules de pauvres. Et alors là, ça va très très loin. C'est qu'elle va même jusqu'à dire que qu'est-ce qui va fixer la hauteur du délit ? Ce que suggèrent Barth et Joy, c'est qu'en fait, c'est plutôt le côté répulsif du délit qui crée la gravité de la faute. Barth considère que si nous jugeons ce qui nous heurte, nous jugeons ce qui nous heurte. On ne juge pas objectivement ce qui fait du mal objectivement à la société. On juge ce qui nous heurte, ce qui nous agace. Sinon, il y aurait plein de délits qui ne seraient pas jugés, parce qu'il y a plein de délits qui sont sans conséquence sur personne, en fait. Et donc, simplement, tu les juges parce que ça te heurte. Et c'est intéressant, c'est l'exercice de la sensibilité. Et donc là, à ce moment-là, la justice ne devient plus simplement une machine qui est là pour faire tourner sa propre machine. La machine elle-même est complètement imprégnée d'affect, en fait. Le délit de sale gueule, j'ai envie de juger des gueules qui ne me reviennent pas. Et là, on reviendrait, de fil en aiguille, Joy fait droit à des hypothèses qui sont très radicales. Elle commence par dire, page 24, elle sent qu'il y a un truc à choper. Il y a un mot qu'elle cherche, que Barth cherche. Et elle tente bavure à un moment. Elle a l'impression, Barth et Joy ont l'impression d'assister à une bavure, en fait. Et elle dit, non, c'est pas le mot adéquat. Peut-être que ça serait plus lynchage qu'il faudrait dire. Et puis très très vite, elle arrive au fin mot. Et le fin mot, c'est quoi ? C'est vengeance. Ah oui, oui. Alors ça, mais c'est le mot le plus radical dans ce livre, tellement radical, qui est le témoin. En fait, il y a une demande du corps social de se venger, et la justice exécute ce besoin de vengeance. Pourquoi c'est radical ? Parce que l'automythologie de la justice, mais à laquelle moi-même j'ai souvent sacrifié, parce qu'on en est imprégné, nous, gens des Lumières, nous éduqués de façon républicaine, c'est qu'avant, il y avait un état du monde où c'était le œil pour œil et le dent pour dent qui régnait, c'était la vengeance. La loi du talion. C'était le talion. Et la justice est arrivée. Et précisément ce qui caractérise la civilisation, c'est qu'on casse le cycle de la vengeance. Et là, on se donne des institutions judiciaires, et on dit c'est fini la vengeance. Maintenant, on va se donner une espèce d'institution en surplomb, neutre, et qui va arbitrer les contentieux sans que ça tourne à la boucherie éternelle du talion. Donc en disant que le fin mot des affects qui sont au travail dans la machine judiciaire, c'est la vengeance, mais c'est casser totalement cet édifice idéologique qui a été constitué autour de la justice comme précisément ce qui nous est sortir de la vengeance. La justice, l'institution judiciaire, continue la vengeance. Et il s'agit d'organiser un théâtre où va pouvoir avoir lieu la vengeance dont les dominants, la classe dominante, mais peut-être aussi d'autres éléments du corps social, ont besoin, ont envie. Il s'agit d'inventer une espèce de cérémonie érotique sadique perverse qui consisterait à nous venger de tous ces gens qui nous exaspèrent, qui nous agacent, qui nous révulsent, qui nous repoussent, qui nous rebutent, qui nous dégoûtent, qui sont en général les pauvres et les délinquants, et souvent les pauvres délinquants. Ce que je trouve tout à fait magique, mais dans À la folie comme dans celui-là, c'est que Joy arrive à faire des livres qui sont d'une grande méticulosité dans l'expression, dans la documentation, très riche, dans la nuance aussi de l'expression. J'espère qu'on l'a entendu quand même dans certaines phrases qu'on a pu rapporter. Donc elle arrive à conjoindre la complexité, le sens de la nuance avec une immense radicalité politique. C'est quand même très très rare d'arriver à... Bon, en tout cas, moi, ça me convainc définitivement et ça m'arrange que ça soit une amie. D'abord que c'est une amie et que ça le reste, ça le restera longtemps, mais de façon moins personnelle que la radicalité en politique n'est pas du tout contradictoire avec la nuance. La radicalité en politique n'est pas du tout contradictoire avec la complexité, contrairement à ce que les centristes, que tu connais bien, ont tendance à laisser croire. C'est-à-dire, le centriste serait nuancé complexe, et c'est pour ça qu'il est au centre, et les gens qui seraient plus radicaux politiquement, plus aux extrêmes, dit-on, seraient tout simplement des gens qui manquent de nuance. Je veux dire, nous avons la démonstration avec le témoin que c'est pas vrai, que la nuance et la radicalité marchent main dans la main.